sur la question Donald Trump, ce raid du côté du Venezuela, professeur, quelle lecture peut-on faire? C'est le gendarme du monde et qui agit ou c'est un abus? Merci de me donner la parole. Le raid, parce qu'il s'agit bien de cela, qui a été conduit par les Delta Forces, qui sont une unité d'élite américaine, pour capturer le président Nicolas Maduro et son épouse Cilia de la Flores de Maduro, est clairement un abus. C'est une violation du droit fédéral américain, c'est une violation du droit international. Donc il n'y a pas simplement une violation du droit international, il y a une violation du droit fédéral américain, parce que quand les États-Unis d'Amérique doivent effectuer une opération militaire, le président des États-Unis a besoin de l'approbation du Sénat. Ça illustre la dérive dangereuse dans laquelle le monde s'inscrit, qui est l'hégémonisme généralisé, parce que maintenant, toutes les grandes puissances sont autorisées à intervenir comme elles veulent, dès qu'elles considèrent à tort ou à raison que leurs intérêts sont remis en question. Et il se décide même d'ailleurs une forme de jeu perfide entre des grandes puissances qui sont pourtant opposées, mais qui vont donc se définir des zones de tolérance, de manière à intervenir là où elles veulent, avec l'approbation tacite des autres. Et je vois un certain nombre de pays qui vont en pâtir. C'est le retour à une forme ancienne d'intervention impériale qui nous révèle bien la nature réelle du système mondial. Le système mondial n'a jamais perdu ses caractéristiques coloniales, même dans le cadre de ce qu'on appelle la globalisation. Et ça, peut-être mes étudiants me suivent, ils savent que je le leur ai toujours enseigné. Et c'est ce que j'appelle le recolonialisme. Ça veut dire qu'on pensait aller vers un monde avec une plus grande interdépendance, avec un respect de l'état de droit de la démocratie. Mais en réalité, tout cela, permettez-moi l'expression, ce sont des fadaises. Ça veut dire que ce sont des fétiches qu'on utilise quand on en a besoin. Et quand on n'en a pas besoin, on les jette par-dessus bord. C'est s'inscrit dans une tradition en fait qui est ancienne et qui est commandée par une doctrine qu'on appelle la doctrine Monroe. Pour la présenter de manière simple à nos téléspectateurs, la doctrine Monroe, ça veut dire que l'Amérique latine, c'est la plantation des États-Unis. Et que les États-Unis, quand ils estiment que c'est nécessaire, peuvent y intervenir comme ils veulent. Et le but visé, en réalité, et c'est pour ça que c'est très dangereux pour le monde, c'est d'essayer de couper les approvisionnements pétroliers de la Chine. Parce que 80% des approvisionnements effectués par le Venezuela étaient en direction de la Chine. Et vous savez évidemment que dans la grande compétition des puissances mondiales, les États-Unis et la Chine sont en affrontement. Et cet affrontement-là, malheureusement pour le monde, et c'est ça qui est dangereux, il va devenir direct, quitte à menacer la survie de la planète. Parce que manifestement, c'est une affaire de patron. Il faut bien qu'il y ait un seul coq dans le village. Le coq qui était là, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, n'accepte pas qu'il y ait un autre coq qui veut venir trôner dans le poulailler. D'accord. Abel Libirobé, lorsque vous suivez cette actualité venant des États-Unis et du Venezuela, est-ce que vous concluez à la déstructuration de l'ordre mondial où chacun peut jouer au plus fort quand il le veut? Je veux dire aux gens que, en fait, il ne s'agit pas d'une déstructuration. Parce que l'ordre n'a jamais changé. Il a tout simplement pris quelques habits qui peuvent convenir à une morale à un moment donné. On a voulu nous faire croire qu'il y avait une démocratie mondiale. Les tenants de cet ordre ont développé des discours sur des valeurs. Et je pense que les pays africains et les autres pays asiatiques
qui se battent pour organiser un mieux vivre se rendent compte que tous ces pays qui ont pratiqué la colonisation, les États-Unis n'ont pas véritablement pratiqué la colonisation, mais sont issus eux-mêmes des pays qui ont pratiqué la colonisation. Ils l'ont pratiqué, M. Elim. Ils l'ont pratiqué de manière indirecte. Bon, voilà. C'est clair. Disons donc que tous ces pays qui pratiquent l'impérialisme, le discours sur les valeurs morales et démocratiques est un mensonge. C'est un mensonge. On aura tort de vouloir nous déterminer systématiquement par rapport à ce discours. Ce qui ne veut pas dire que nous, on ne doit pas aspirer à organiser nos États, nos pays, sur des bases morales, sur des bases saines. Mais nous devons savoir que ces pays ne doivent pas être nos modèles. Parce qu'en réalité, ils peuvent changer de discours et de valeur à tout moment selon leurs intérêts. Et ce que les États-Unis viennent de faire aujourd'hui, en 2025, au Venezuela, est d'une dangerosité extrême et doit nous amener à savoir que la France peut venir faire la même chose en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, où elle était en train de perdre le pied. Oui. Il y aura donc en France des acteurs politiques pour dire, mais si l'Amérique est partie arrêter un président et qu'il ne se passe rien du tout, mais nous-mêmes nous pouvons aller déloger le président du Niger qui ne veut plus nous vendre l'uranium au prix que nous on veut. On peut donc aller déloger le président du Burkina. On peut venir déloger le président camerounais qui veut diversifier ses partenaires alors que le principe colonial, impérialiste, c'est que nous devons être le seul partenaire que nous devons avoir, ce doit être la France. Tout le monde doit donc voir la dangerosité de ce qui vient de se passer. Et la perfidie de ces gens qui disent être des grands acteurs. Parce que je pense que ce qui s'est passé au Venezuela, s'est passé avec l'accord de la Russie. Parce que je ne comprends pas que la Russie était en train de faire semblant d'équiper le Venezuela pour envisager cette intervention qui était perceptible. On a vu cette intervention se mettre en forme. Mais je ne comprends pas que aucun coup de feu n'ait pu empêcher, aucune arme, rien, l'armée vénézuélienne n'ait pas pu empêcher les hélicoptères d'accéder au palais présidentiel. C'est une armée d'environ 337 000 hommes, l'armée du Venezuela. Bon. Et enfin, c'est un autre message pour nos dictateurs. Vous êtes à la tête de vos armées que vous croyez être acquises à vous. Vous paupérisez vos populations, vous payez bien les militaires, vous les engraissez, vous les corrompez, ils font semblant d'être avec vous quand il s'agit de mater la population. Mais l'armée vénézuélienne n'a pas voulu faire la guerre. Elle n'a pas voulu défendre Maduro. D'accord. Comme on pourrait avoir une armée nigérienne ou camerounaise ou burkinabé qui ne voudrait pas défendre un dictateur. Et laisser la France venir faire n'importe quoi. Donc nous les acteurs politiques, nous devons tirer les leçons de ce qui vient de se passer au Venezuela et nous mettre résolument du côté de nos pays pour que, quelles que soient les raisons qui peuvent motiver l'impérialisme ne vienne pas nous servir. On vient d'arrêter Maduro. Si c'est Guaido qu'on va mettre ou le supposé prix Nobel de la paix, il ne viendra pas servir les intérêts du Venezuela. Si on enlève Biya ici, par ce type de méthode, celui qu'on mettra ne viendra pas servir les intérêts du Cameroun. Ça c'est clair, ça c'est clair. Abel Biloé, merci beaucoup. Docteur, lorsque vous suivez cette actualité, les deux premiers intervenants parlent d'une action assez dangereuse qui pourrait faire mauvaise école. Les autres pourraient se décider également de poser ces actes en Afrique ou ailleurs.
Oui, merci Jean-Jacques pour la parole donnée. Elle n'est pas seulement dangereuse, elle est vicieuse. Nous rappelons que c'est un acte totalement intolérable, comme l'a dit le professeur, qui viole toute convention internationale. Nous savons que les États sont soumis à, on va dire, à des pactes de non-ingérence, c'est-à-dire de la part des puissances, des superpuissances, j'allais le dire comme ça avec mes termes. Mais ce que les États-Unis ont fait est complètement intolérable. Je voudrais, puisque nous sommes là pour faire l'éducation de masse, nous sommes dans la pédagogie, pour dire à ceux qui sont derrière l'écran que on ne peut pas tolérer ce genre d'acte. Et nous, du côté de la diaspora, je suis vraiment indigné par certaines réactions. Je vais prendre l'aîné Élie Bilobert à contre-pied lorsqu'il parle d'une opposition camerounaise. Je suis désolé, nous n'avons pas je vais dire en masse, des opposants très sérieux. Parce que quand j'ai essayé de parcourir sur la globosphère les interventions des uns et des autres par rapport à cet acte ignoble d'ingérence, j'ai tombé des nues. Vous voyez des hommes politiques qui se félicitent de cet acte barbare et intolérable. Ils disent que Donald Trump, il y a un autre au Cameroun. Il y a un autre au Cameroun et ils demandent qu'on ait ce type d'intervention. Je voudrais dire donc que pour ces hommes politiques, c'est totalement irresponsable et voilà, c'est à condamner. Parce que ce n'est pas un problème de dictature, forcément, lorsqu'on analyse ce qui peut être à l'origine de ce raid-là. Il ne s'agit pas de mettre fin à une dictature, encore que ça ne se ferait pas de cette manière-là, Valère Bessala, mais c'est une question d'intérêt. Oui, mais je crois que les grandes questions ont été déjà abordées, effleurées pour certains cas. C'est une violation, ce qui est clair si on reste sur le plan du droit, au droit international. Parce que si vous rentrez dans l'histoire même de la Charte des Nations Unies, et avec les conventions précédentes, c'est-à-dire notamment le pacte Briand-Kellogg, de 1927 sur le principe du non-recours à la force dans les relations internationales qui est en fait la base pour protéger le principe de souveraineté des États et par ricochet plus loin le principe uti possidetis iuris, c'est-à-dire la préservation des frontières héritées, la non-intangibilité, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. D'ailleurs, qui a fait l'objet de la sentence du Cameroun septentrional de 1963, Soaïdjo. Donc je crois que si vous partez de là, vous évoquez encore notre principe, je brosse comme ça de manière générale, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Alors vous ne pouvez pas donner raison aux États-Unis, quel qu'en soit le cas. Quel qu'en soit le cas. Mais si nous élevons un peu le débat, je crois que je rentre dans la logique du professeur, pour dire que le monde est un monde justement qui craint la bipolarité ou la multipolarité désormais. C'est-à-dire que les tenanciers de l'unipolarité, que sont les États-Unis, ne veulent pas de la bipolarité, peuvent même encore peut-être la tolérer, mais ne veulent pas la multipolarité. Quand je dis ne veulent pas, ou peuvent encore tolérer la bipolarité, c'est parce qu'en fait la Chine et la Russie ont réussi à s'imposer face aux États-Unis. Alors ils se disent que forcément il faudrait qu'ils gardent leur base arrière assez saine, parce que le monde est aujourd'hui partagé. Les États-Unis, quand je dis les États-Unis, l'Amérique du Nord, parce qu'il faut toujours associer le Canada, même si on associe quelques micro-États dans l'Amérique du Nord, qui en fait, c'est 24 millions de kilomètres carrés, l'Amérique du Nord, parce que le continent américain global, c'est 42 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, avec 18 millions de kilomètres carrés, et puis l'Amérique du Nord. Alors, l'Amérique du Nord, tenue par le Canada et les États-Unis, a pour chasse garder l'Amérique du Sud, justement, comme le professeur le disait, le grenier, qui est leur grenier. Et dans l'histoire, il faut comprendre l'intervention des États-Unis, pas aujourd'hui, le professeur l'a dit. Si on prend un pays comme le Panama est en fait un territoire colombien, jusqu'aux années 1918-1920, qui a été justement annexé par les États-Unis et transformé en un pays parce que c'est les États-Unis qui tiennent ce pays. Quand les États-Unis avaient besoin de mettre la main sur un gouvernement ou sur des ressources en Amérique du Sud, qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Ils utilisaient par exemple la multinationale, Coca-Cola ou American Fruit, la compagnie American Fruit. Donc, vous voyez, United Fruit. Donc vous voyez, c'était comme cela que ça fonctionnait. Mais maintenant, la méthode que les États-Unis utilisent aujourd'hui est une méthode beaucoup plus directe et beaucoup plus directive qui montre à la fois la faiblesse des États-Unis, leur frilosité, mais aussi le besoin pour eux de se positionner dans ce nouveau partage du monde qui est en train de s'opérer. Parce que si vous voulez lire l'intervention des États-Unis au Venezuela, il faut lire leur intervention au Congo. Donald Trump a reçu récemment Fatih
et le Rwandais. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Regardez l'attitude du Rwandais. Le Rwandais n'a pas vraiment, on sent qu'il n'est pas sorti de là avec toutes les plumes qu'il sentait, qu'il pouvait tirer de là. Donc vous comprenez que le partage de la RDC qui s'est fait en 1994, je résume comme cela, avec Kabila père, c'est-à-dire nous vous donnons le Congo, vous devenez président à la place de Mobutu et vous nous cédez toutes les richesses de l'Est de la RDC. Donc c'était encore le Zaïre à l'époque. Voilà le deal, aussi simple que ça. Donc même si le fils Kabila arrive au pouvoir, il a respecté les deals, mais à un moment il a commencé à vouloir se départir de cette affaire. Mais Fatih est arrivé, il a dit, il faut arrêter tout. Vous voyez? Alors, et qui est là à l'Est du Congo? C'est toutes ces grandes puissances combinées. C'est-à-dire la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, la Belgique, et tout le monde est là-bas. Alors quand les accords commencent à aller comme ça avec Trump, et que Fatih commence à faire du bruit, on voit déjà ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Alors on se dit, si on continue à maintenir la RDC sous ce régime-là, elle risque d'imploser et nous échapper à nous tous. Alors il y a quoi à faire? Chacun retrouve en fait des bastions, chacun choisit d'abord ses bastions et les garde. Alors je suis d'accord avec qui disait tout à l'heure que la Russie a sacrifié le Venezuela. Parce que c'est une affaire d'accord. Vous sacrifiez, vous m'avez donné l'Ukraine. Parce que Donald a donné l'Ukraine définitivement à la Russie. Alors, vous pouvez comprendre que la monnaie d'échange, c'était justement cette passerelle-là. Et la Chine aussi a cédé, puisque la Chine, c'est elle qui sévit aussi au Venezuela, comme en Iran, comme en Irak, en termes de pétrole, parce que la logique est sur le pétrole. Donc, c'est cela qui, aujourd'hui, que l'on peut voir pour penser qu'en fait, les États-Unis ont atteint déjà le sommet de la fébrilité. Mais revenir, et je sors par là, sur l'analyse de l'aîné Limbi tout à l'heure, pour dire que on ne doit pas fermer les yeux dessus. Moi, je peux aussi voir cela, cette intervention au Venezuela, comme un échauffement. Un échauffement des États-Unis ou des puissances occidentales sur d'autres territoires. Il a parlé du Mali, il a parlé du Niger, il a parlé... On a même raté une affaire, c'était le Bénin, récemment. Le Bénin récemment, où c'est le coup d'État avorté. Vous voyez? Donc ça peut être un échauffement et aussi un adoubement des autres occidentaux. Puisque les États-Unis ont l'Amérique du Sud, l'Asie a réussi à s'autonomiser avec les dragons d'Asie du Sud-Est, la Chine qui a stabilisé le continent asiatique. L'Europe a pour base arrière l'Afrique, son grenier. Vous comprenez? Donc les États-Unis sont en train de dire au reste, je réaffirme ma puissance en Amérique du Sud, je ne veux pas savoir ce que vous allez faire de vos greniers à vous en Afrique. Et donc, vous avez l'intervention de Macron. Immédiatement, il a félicité l'affaire. C'est pour dire, l'exemple vient d'en haut. Donc, je peux aussi aller partout en Afrique et semer ce qui est en train d'être semé. Merci Valère. Alors, Patrick Pape, qui est sur la page Facebook d'Info TV, dit ceci: en écrasant son peuple, le dictateur appelle l'ingérence étrangère. Privé de liberté fondamentale, le peuple saisit toute issue, balayant le bilan du régime. Seule la démocratie protège à la fois le pays et ses dirigeants. Est-ce que c'est une lecture qui peut tenir, José-Marie Lundu? C'est déjà assez des ignorants. Vous savez, je plains beaucoup le Cameroun parce que nous avons un peuple assez ignorant. Et j'aime beaucoup les... Qui refuse d'apprendre. Qui refuse même d'apprendre. D'accord. Non, l'ignorance, c'est même le fait de croire qu'on sait. Et de rester dans cette affaire-là. C'est ça l'ignorance. Et j'aime beaucoup Limbi avec sa Bible. Parce qu'il faut enseigner. Nous sommes en danger depuis Berlin. Depuis Berlin. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Vous mettez l'Amérique et la Russie ensemble, vous ne faites pas 30 millions de kilomètres. C'est l'un des continents les plus... Je crois que c'est le plus grand au monde. Et vous voyez bien le débat qu'il y a aujourd'hui, même que lorsqu'on fait la map monde, on présente une petite Afrique, alors que c'est l'Afrique qui devrait avoir tout l'espace en fait sur la map monde. Nous sommes en danger permanent, il faut le dire aux citoyens. Il n'y a aucune vérité dans ce que nous vivons. Il n'y a aucun dictateur. Si vous avez un pays qui ne peut pas bénéficier de ses ressources, comme le Cameroun, ou les pays de la zone franc, dont les ressources sont vampirisées par le franc CFA, par exemple, et que ce pays ne peut pas, ce gouvernement ne peut pas donner à manger minimalement à ses enfants. Évidemment, l'analyse populaire, ignorante, dit que, c'est des dictateurs. En réalité, toute l'Afrique a les mêmes problèmes.
Vous croyez que Paul Biya était à la même école que Biangema a été à la même école que... C'est pas tous ces gars-là. Pourquoi c'est la même trame de fond? Il faut que les intellectuels africains fassent une analyse patriotique. J'ai fait la réflexion hier que nous avons un pays qui a une devise que personne ne lit. Paix, travail, patrie. Personne n'en parle. Je ne sais même pas si les gens savent à quoi ça renvoie. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne fait pas de paix. Nous ne travaillons pas assez et nous n'aimons pas notre pays. Donc nous sommes aux antipodes de notre devise. Quand vous voyez des individus qui n'arrivent pas à comprendre que nous avons un monde qui est organisé par les autres, ce n'est pas nous qui organisons le monde. Les institutions, ce n'est pas nous. Vous voyez que l'Afrique n'a pas de voix. On a sur le Conseil national, nous n'existons pas. Mais qui est plus dictateur que Donald Trump? Paul Biya? Est-ce que Paul Biya a même les moyens de dictature? Voilà un type qui entre avec 150 avions dans le pays d'un autre. Combien d'avions vous avez ici? Il entre avec des drones, il entre avec des forces spéciales. Il y a un porte-avions sur la mer, on vient ramasser un type qui est président de la République d'un pays. Il y a quelque chose, et puis on oppose à ça un dictateur qui s'appellerait Paul Biya. Il faut quand même, mon vieux soir, mais sois un peu simplement logique. C'est une question de bon sens. C'est pas une question politique. C'est une question de se demander que bon, depuis la politique de gros bâtons, parce qu'on a parlé de l'Amérique du Sud appartient aux États-Unis d'Amérique. C'est leur propriété. Et les enjeux de la géostratégie mondiale, c'est que, quoi que vous voyez, il y a le téléphone rouge. C'est-à-dire que Donald Trump a appelé Poutine. Il lui a dit, je vais prendre le type là ce soir. C'est bon? Oui, c'est bon. Et il appelle le Chinois, il dit, je le prends ce soir. C'est bon, personne ne bouge. Et nous ici, on est contents. Oui, le dictateur Biya, le dictateur Alassane Ouattara, nous n'avons même pas les moyens de dicter, nous n'avons même pas les moyens de gouverner nos États. Même la Côte d'Ivoire dont on parle, le président Gbagbo avait été enlevé. Hein? On est entré, on a pris. N'est-ce pas? Il n'y a pas très longtemps, à Kolwezi, n'est-ce pas? Les parachutistes français tombaient là-bas, ils venaient mettre de l'ordre. Au Cameroun, si vous vous amusez, prenons un truc simple, on décide demain de quitter le franc CFA. Les para-français vont descendre ici. Pourquoi? Parce que je dis toujours, si tu vois un type, tu es en train de manger, un type a faim devant toi, il prend ton morceau de viande, il le met dans la bouche, si tu viens le prendre, il te croque. Naturellement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu enlèves à la France le morceau de viande là, vous n'allez pas reconnaître les Français. Donc je vais finir en disant simplement que un de mes grands frères de regrettée mémoire qui s'appelait Vincent Onana m'a raconté que Paul Biya, le président de la République, l'a reçu en 2004. Il lui a dit, votre pays est le plus riche au monde. C'est lui, Paul Biya qui dit ça, il peut écouter, hein, je crois que tout le monde nous entend. Et il a dit à Onana, il faut dire aux Camerounais de s'apprêter à défendre leur pays. Onana ne pouvait pas, il m'a dit, je ne pouvais pas parler, c'est lui qui parlait. Il me dit, comme je vous vois là, mais tous ces gens qui sont avec moi là, qui aiment manger, qui aiment faire, qui aiment l'argent, qui aiment la nourriture, allez dire, vous, au peuple camerounais, je ne sais pas quel est le langage que vous allez utiliser, allez dire au peuple camerounais de s'apprêter à défendre son territoire. Parce que si vous ne le faites pas, laissez-moi finir 2 secondes. Allez-y. Si vous ne le faites pas, des gens viendront ici, ils vont arracher vos terres et vous allez vivre dans les marécages. Donc, il faut que les Camerounais sachent que nous avons là un problème sérieux. Et l'occasion nous est donnée de réfléchir sur la cohésion nationale. Parce qu'il y a les peuples qui ont vaincu ça. Les Vietnamiens. Mais ils ont vaincu ça. Vous venez, ils se mettent avec les flèches, les bâtons, les pièges à rats, les pièges à tout. Ils vous ont vaincu ça. Donc c'est pas parce que vous avez tous ces avions. Si un peuple est soudé, aucun autre peuple monte. D'accord. Mais si vous êtes divisé comme nous le sommes, avec la démocratie. Oui, pour ça vous allez réagir très rapidement, parce que à écouter toutes vos interventions,
le monde, les petits pays entre guillemets, sont forcément inquiets. Qui pour protéger qui? Il y a ce message. Pourquoi la Russie, la Chine ont abandonné Maduro, leur allié? Chaque pays doit posséder, bon, on ne dira pas cela, bombe atomique. Seule cette arme est capable de dissuader qui que ce soit. Je crois que le coach vous a dit qu'un peuple soudé peut mieux s'organiser que cela. Ce n'est pas forcément une question d'armes. Bonsoir, je suis Monsieur Joey depuis Francfort en Allemagne. Merci enfin de parler des questions internationales. Merci d'inviter le patriarche Joseph-Marie Lundu. Prière de faire de lui un de vos invités permanents. En tout cas, il a reçu le message. Il va nous répondre certainement avant la fin de l'émission ou après l'émission. Le naturel revient toujours au galop. Cette intervention des USA est la preuve que l'Occident ne s'est jamais construit par le travail, mais plutôt par le vol, le pillage des pays. L'Occident s'est construit par le travail des Africains. 500 ans de traite négrière, 200 de colonisation a construit les pays occidentaux. Aujourd'hui, leur population est vieillissante et comme les Chinois et Africains sont des travailleurs, ils les ont dévancés, ils sont obligés de revenir au naturel, la violence et la prédation. Merci à ce frère qui écrit depuis l'Allemagne. Monsieur Lundu, s'il vous plaît, c'est le franc CFA qui fait que les hommes détournent les milliards. C'est elle c'est ce franc CFA qui empêche les hommes politiques qui ne peuvent pas parler. C'est le franc CFA qui fait que les technocrates ne sont pas aux affaires. C'est le CFA qui a divisé le peuple. C'est un ensemble d'interrogations relativement à votre participation. Bonsoir à vous, les gladiateurs des médias, pour le débat d'actualité concernant Nicolas Maduro. Disons que sur le droit international public, c'est une violation, mais n'oublions pas, cette violation, à mon avis, est une conséquence directe des faits par nos dirigeants, non seulement par Maduro, mais encore et surtout en Afrique centrale. C'est-à-dire les dirigeants africains brandissent souvent la démocratie sur les caractéristiques que la souveraineté nationale. Ils bafouent souvent les droits des paisibles citoyens, mais personnellement, je souhaite vivement cette intervention en urgence en Afrique centrale, signé Ahmad Abouakar, étudiant en cycle master en droit public international. D'accord, bonsoir. Bonjour, bon dimanche. Après une énième déchéance d'un président en exercice par l'Occident, je pense, monsieur Zé, que les pays africains devraient sérieusement penser à resserrer la solidarité qui peine à être une réalité sur le continent. Croyez-moi, le geste américain s'adresse à certains pays africains. N'oublions pas qu'un général français évoquait la nécessité pour la France de, entre guillemets, revenir en Afrique par tous les moyens. C'est Bertrand qui écrit depuis Marois. Bonjour. Pourquoi l'armée vénézuélienne ne s'est pas opposée à cette opération François Xavier du côté d'Obala, qui interroge l'armée. Quelqu'un d'autre a interrogé les alliés traditionnels du Venezuela qui semblent avoir fermé les yeux, mais d'autres reviennent sur les dictatures qui doivent être combattues. C'est ce que l'étudiant dit par exemple. C'est une analyse superficielle, très superficielle même, parce que les dictatures dont il parle sont le produit de ce même système. C'est le système international qui crée les dictatures quand ça l'arrange. Bon, si vous deviez attaquer, entre guillemets, les dictatures, c'est l'ensemble du monde que vous attaqueriez, à commencer par les grandes puissances qui en réalité exercent une dictature internationale. C'est un système de protectorat, de mise sous protectorat qui est en cours au Venezuela. Et manifestement qui a été négocié. Parce que les Américains ne voulaient pas d'un système qui les oblige à rentrer profondément dans le pays par l'occupation. Parce qu'ils ont déjà été victimes de la stratégie de l'occupation où ils ont été battus. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils négocient avec les classes dirigeantes pour mettre un pays sous protectorat. Et ça ne va même pas bénéficier immédiatement à l'opposition. Ils vont travailler avec le système vénézuélien. La preuve, la vice-présidente Delcy Rodriguez sera installée donc comme présidente exécutive du Venezuela. Le système militaire sécuritaire est intact. Mais maintenant, ce qu'on va imposer au Venezuela, c'est que sa production pétrolière sera capturée par les multinationales américaines et les approvisionnements seront réorientés pour empêcher que la Chine soit approvisionnée. Donc, les Africains doivent un peu mûrir parce qu'ils sont enfantins. Quand je parlais tout à l'heure de fétiche, c'est ça. Quel
type de démocratie vous pouvez sérieusement pratiquer avec ce type de contrôle international? Vous ne pouvez pas. Parce que dès que cette démocratie-là n'a pas le choix de puissance, même si vos procédures sont des procédures substantiellement démocratiques, on va renverser les dirigeants. On va renverser ces dirigeants. Ça veut dire que la démocratie ne tient que quand elle sert les intérêts de l'étranger. Mais une démocratie qui sert les intérêts de l'étranger n'est pas une démocratie. C'est une démocratie coloniale. Il y a incompatibilité entre colonialisme, même sous la forme du néocolonialisme, et démocratie. Ça veut dire que dès qu'il y a un dirigeant qui ne leur plaît pas, il le renverse. Et on utilise les excuses démocratiques pour justifier, mais regardez tous ces pays-là. Lequel après est arrivé quelque part? Aucun de ces pays n'est arrivé nulle part. Si vous pensez que c'est seulement renverser les dirigeants qui va faire qu'il y aura une démocratie substantielle chez vous, vous vous trompez. D'accord. En réalité, ces mécanismes sont des mécanismes de refermeture des opportunités de développement qui peuvent exister dans nos pays. Parce que dans la lutte qui va se faire, il faut interdire par tous les moyens aux pays africains d'émerger. Et voilà le vrai problème de l'Afrique. En peu de 70 ans de souveraineté, aucun pays africain n'est devenu développé, quelle que soit la formule politique pratiquée. Que ce soit la démocratie multipartisane, que ce soit l'état de parti unique, que ce soit des systèmes révolutionnaires, que ce soit des systèmes conservateurs. C'est ça le vrai problème. Si vous n'avez pas la souveraineté, vous ne pouvez pas avoir le développement. Si vous n'avez pas le développement, vous ne pouvez pas avoir la démocratie. D'accord, professeur. Valé Bessala, le professeur évoquait la notion de souveraineté. Lorsqu'on définit, on décrit tous les schémas qui sont évoqués ici, on a l'impression que souveraineté ne va rester que dans les dictionnaires. Sur la pratique, souveraineté et démocratie semblent être entre les mains des autres. Mais oui, mais si la notion de souveraineté est bien dessinée en droit international, dans la Charte des Nations Unies, comme dans les différentes sentences de la Cour internationale de justice, comme la sentence sur l'île de Palmas, 1949, il est clair que la souveraineté, c'est la capacité d'un État à maîtriser, à s'auto-maîtriser, je vais dire ça comme ça, sur le plan géographique, sur le plan de la population, sur le plan du développement, sur le plan des politiques publiques, et donc à éviter, ou alors à être, du moins... Est-ce que finalement c'est possible? Imperméable à l'ingérence étrangère. De façon caricaturale, ce qui s'est passé au Venezuela, vous entrez dans un pays, vous enlevez un chef d'État, vous partez avec lui. C'est vous qui voyez cela comme un miracle, ce n'est pas un miracle, c'était même prévisible. C'était déjà prévisible. Je crois que le professeur a donné quelques éléments. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. Je crois que même si vous revenez même au Gabon, en 1964, c'était encore Léomba qui était au pouvoir. Il avait été renversé et 3 jours après, la France, les légionnaires français l'ont rétabli au pouvoir. 3 jours seulement après, en 64. David Dacko et compagnie. Donc ce n'est pas une affaire aujourd'hui. Moi, je voudrais plutôt amener l'analyse sur le plan camerounais. J'ai dit qu'on qualifie de légèreté, c'est qu'ils pensent. Non, vous ne pouvez pas leur jeter la pierre. Vous comprenez? Je pense que l'aîné Lundu a dit quelque chose d'essentiel. Pour que l'ennemi n'entre pas dans la maison, il faut que nous qui sommes dans la maison, avec nos parents, c'est-à-dire nos dirigeants, soyons un. Oui. Et la meilleure façon d'être un, c'est de manger ensemble. Vous comprenez? Si tout le monde a faim, s'il y a la famine dans la maison, tout le monde doit avoir faim. Personne ne doit avoir le ventre plein. S'il y a à manger. Attendez. S'il y a à manger. Ça va pour que les gens comprennent mieux. Comment pourriez-vous manger ensemble si vous n'avez pas le contrôle sur vos ressources? Moi, je ne parle pas des ressources minières, ainsi de suite. Je crois qu'il y a... Non, je vous ai compris, professeur. Je reste sur le minimum. S'il y a la famine dans la maison, personne ne doit avoir le ventre plein. S'il y a à manger dans la maison, chacun doit pouvoir trouver son compte. Vous comprenez? Chacun doit manger. D'accord. Vous avez compris, monsieur? Alors... Quand vous voyez donc des Camerounais vous dire cela, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Vous comprenez? C'est de l'exaspération. Un auditeur, un téléspectateur vous a magnifiquement révélé quelque chose pour dire, est-ce que c'est l'Occident ou les ressources, la convoitise de l'Occident qui fait que nos aînés détournent systématiquement le peu qu'il y a? Le peu qu'il y a. Vous comprenez? C'est ça le véritable problème. Et du coup,
Ceux qui veulent encore même que les choses changent légalement, démocratiquement, en fonction même du code électoral qui, jusqu'aujourd'hui, peut-être même encore injuste pour ceux qui s'opposent. On arrive encore à des scandales comme ceux du 12 octobre dernier. Vous comprenez? Alors vous voyez que ceux-là, à exaspération, se disent peut-être qu'il faut aller voir l'extérieur. Il faut aller chercher le bon Vous diable. comprenez? Ça existe partout. Moi, j'aime toujours dire à ceux à qui je parle. À ceux qui ont répondu à cela, qu'après avoir convoqué le bon diable, maintenant... Un pays, c'est comme une famille. Vous savez, un pays, c'est comme une famille. Un chef de famille et l'adjoint qui est la mère gère mal, il n'arrive pas à manger. Les enfants vont chez le voisin pour manger, pour chercher à manger. Vous traitez mal vos enfants à la maison, ils vont chercher le secours à l'extérieur. Un père qui devient un monstre et qui commence à tuer ses propres enfants, ils vont chercher un secours à la police, à la gendarmerie. On a vu des cas dans des familles, vous voyez. Pourtant, on dit le linge sale se lave en famille. Si on se rend donc compte qu'en famille, il n'y a plus ni savon ni eau pour laver le linge sale, on va chercher le savon et l'eau chez le voisin ou ailleurs. Vous comprenez? C'est ça aujourd'hui. Pour dire en fait que c'est un message pour nos gouvernants. On ne le dit pas parce qu'on veut qu'on vienne capturer Paul Biya et ses amis et tout le monde, mais on le dit pour qu'ils comprennent que même le gouvernement, ce sera le sujet tout à l'heure qui s'en vient, qu'ils comprennent qu'il ne faut pas changer de nouveau visage. Et continuer avec le même système, comme le professeur le disait tout à l'heure. On capture Maduro, mais c'est le même système qui va continuer. On va juste faire quelques réglages, vous comprenez. On veut absolument que le président comprenne que l'heure est venue au moins de s'en aller en laissant un Cameroun qui soit au moins solide pour résister aux attaques extérieures. Vous comprenez? C'est ça le véritable souci. Vous savez, Paul Biya, le Cameroun n'est pas solide. Prenons un cas, mais je vous avais des cas. Prenons le Burkina. Combien de fois la France, à travers la Côte d'Ivoire, a voulu en rentrer au Burkina et renverser encore Ibrahim? Ce n'est pas fini. Voilà, et ça continue. C'est parce que le peuple, bien sûr, oui. On est déjà à la 7e ou à la 8e. À la 7e ou à la 8e. C'est parce que le peuple est soudé derrière son nouveau chef. Vous comprenez? Le peuple a compris que ce monsieur a l'esprit de la patrie. On doit être derrière lui. Vous pensez que Maduro est parti, pourquoi? Parce qu'en fait, le peuple est divisé. C'est-à-dire, moi je pense que c'est nous qui sommes superficiels sur le cas du Venezuela. Le peuple a été divisé. C'est nous qui sommes... Non, je dis bien le peuple est divisé. Je dis bien le peuple est divisé. Moi je parle du résultat, vous parlez du processus. Oui. Le peuple vénézuélien est divisé. Divisé parce que, en fait, je pense que c'est nous qui sommes superficiels, monsieur Zé. Vous comprenez? Parce que c'est un pays dont nous ne connaissons pas les réalités profonde intérieure, comme nous connaissons le Cameroun. C'est-à-dire que nous savons que chez nous, ici, il y a les tribus qui s'entrechoquent, il y a les ci et les ça. Au Venezuela, si vous y arrivez, vous allez comprendre aussi que c'est sensiblement les mêmes réalités. Et que l'ennemi extérieur est venu pêcher, justement, dans ces différentes divisions. Je sors donc avec l'élément de l'armée. Et on a posé la question, je ne sais pas qui a posé la question, pourquoi l'armée n'est pas intervenue. Le Cameroun, c'est environ 55 000 hommes dans l'armée camerounaise et environ 26 000 policiers. 26 000. Dans la police. Vous comprenez? Alors, vous croyez que ça fait quel ratio? Quel est le matériel que nous avons? Mais rassurez-vous que même au Venezuela, et si vous avez vu l'armée n'est pas intervenir, laissons que Poutine a dit oui, le Chinois a dit oui, mais une armée qui est soudée, comme on aime dire chaque année, armée et nation. Vous comprenez? Une armée qui est soudée derrière un pouvoir et derrière un peuple n'aurait jamais laissé cette affaire-là. Même si vous êtes qui? Vous avez 100 000 avions, vous entrez dans un pays, quand une armée est bien formée, et vous avez donné le chiffre tout à l'heure, bien formée et patriote, elle défend son pays. Alors, c'est quand même des questions qu'on est en droit de se poser. Donc, nous sommes dans un... Je termine. Donc, nous sommes dans un processus... On laissait faire. Les puissances, je les ai déjà mises de côté. L'armée n'a pas réagi. Je les ai déjà mises de côté, toutes ces puissances. Je les ai déjà mises de côté, ces puissances. Parce qu'on ne va pas rester dans un pays pour compter sur la France, la Russie. C'est d'abord nous-mêmes. Monsieur Lundu vous a dit une chose claire. Un peuple soudé derrière ses dirigeants est imperméable à toute attaque, qu'elle soit interne comme externe. Et notre armée aujourd'hui aussi a ces relents-là. Ne les regardez pas comme vous les voyez là. Hein. Ils connaissent les mêmes problèmes que nous. Ils souffrent justement de ça. Voilà, une minute chacun maintenant. Une minute chacun. Oui, il a déjà parlé. Monsieur Bessala sous-estime l'ingénierie stratégique. Ça veut dire que les pays puissants ont des laboratoires qui peuvent leur permettre de vous diviser. Ils savent quelles sont les procédures qu'ils peuvent utiliser pour diviser un pays. Et je puis vous dire que pour le Cameroun, c'est un processus largement en cours. Depuis au moins 15 ans, des gens travaillent pour diviser le Cameroun. Ils mènent au Cameroun une guerre silencieuse. Ils mènent au Cameroun ce que j'appelle une guerre métamorphe.
qui a plusieurs formes, parce que les gens croient que la guerre est seulement militaire. Non. Donc il ne faut pas sous-estimer cette ingénierie. On travaille à diviser un pays quand on veut le mettre sous dépendance. On travaille à diviser un pays quand on veut le fracturer. On travaille à diviser un pays quand on veut le faire éclater. On travaille à diviser un pays quand on impose des directions qui n'ont pas le contrôle de l'orientation du pays. Donc ça ne résout strictement aucun problème. Vous pouvez changer tous les dirigeants que vous voulez, le pays reste dans l'impasse. D'accord. Abel Bilobé, finalement, on a observé, on l'a dit, que les puissances n'ont pas réagi, le peuple n'a pas eu une force de réaction considérable, l'armée, pareil. C'est ce message quand même qu'il faut lire. Cela doit amener les gens à bien chercher à comprendre ce que c'est que bien gouverner un pays. Vous comprenez? Et les gens pensent que bien gouverner un pays, c'est construire les routes. Ça va au-delà de cela. Le patriotisme n'est pas les routes, c'est pas un matériel. C'est une culture. Un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, s'il est en place, il fait en sorte que les gens sont conscients de l'idée de souveraineté. À telle enseigne que, même si le pays est mal gouverné sur le plan matériel, les gens n'acceptent pas que ce soit de l'extérieur qu'on leur donne des directives. Tout à fait. Or, ce qui se passe dans nos pays, c'est que les gens acceptent, veulent, sont d'accord que les directives de gouvernance soient impulsées de l'extérieur. Vous avez une catégorie d'acteurs politiques qui voyagent, qui vont dans les pays étrangers, qui cherchent à avoir des adoubements, qui cherchent à être portés par tel parti étranger. C'est un état d'esprit. À partir du moment où vous avez des acteurs politiques qui sont dans ce schéma-là, vous avez donc des portes. Vous ne les voyez pas ouvertes, mais elles sont ouvertes. L'influence étrangère peut donc s'exercer. Et je veux dire à nos compatriotes, ce qui s'est passé au Venezuela ne s'est pas fait sans l'accord des Vénézuéliens. Ils étaient d'accord. Ils veulent se débarrasser de Maduro. Ils considèrent que Maduro ne gouverne pas bien. Mais ils ne se sont pas donné la peine d'être les maîtres de cette décision. Le prix Nobel de la paix, qui est vénézuélienne là, elle a plein de gens derrière elle, non? Elle a des Vénézuéliens derrière elle. Mais elle est un agent bien identifié et connu de l'Amérique. De l'impérialisme. De l'impérialisme qui a fait de... Qu'est-ce que cette femme a fait de spécial au Venezuela pour avoir le prix Nobel de la paix? Quel est son engagement pour la paix dans le monde? On est en train de fabriquer une personne. Je veux rappeler à nos compatriotes l'histoire de l'Afrique. Tous les présidents démocratiquement élus à l'entrée des indépendances ont été tous renversés. Modibo Keïta, par la France, qui a mis des gens au Mali à leur solde. Le Mali ne s'est pas développé. Tous les coups d'État qui ont suivi Sylvanus Olympie au Togo. Au Togo, Sylvanus Olympie, démocratiquement élu à la sortie des indépendances, à l'entrée des indépendances, démocratiquement élu, élection régulière et tout, renversé par la France pour mettre un agent de la France que c'était au Togo, que certains Togolais aimaient. On a mis Herdema avec son ethnie et qui était d'accord, etc. Et il a démarré près de 20 ans ou 30 ans de pouvoir. Ça n'a pas développé le Togo. On viendra ici au Cameroun. On va renverser par cette même méthode Paul Biya. On va accuser les bêtis, on va prendre les Bamileke. Ça ne va pas développer le Cameroun. Ne vous trompez pas. Il y a
des gens qui seront d'accord. Oui, enlever les petits, ils ont fait 40 ans, pouvoir, ils ont fait quoi? Ils ont volé l'argent, tout ça. Mais l'argent qu'on vole là, c'est pour aller déposer ça dans les banques de la France. Parce que si on vole même l'argent, si tous les voleurs petits décident qu'ils ne déposent pas leur argent à l'étranger, on va les renverser parce qu'ils ne veulent pas déposer l'argent à l'étranger. Vous voyez donc, ce que le téléspectateur qui écrit dit est simpliste. Le problème est beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup plus compliqué. Et si on pousse l'analyse plus loin, même le temps de cette émission ne suffira pas pour qu'on comprenne que c'est une culture. Je suis pour que personne ne vienne nous dire s'il faut enlever Paul Biya. Je suis pour qu'on l'enlève. Mais je ne suis pas pour qu'on l'enlève avec l'aide de la France. Ce qui est clair. D'accord. Très clair. Vous comprenez? Je ne pars pas en France chercher que dans l'Élysée, qu'il y ait des gens qui veulent ceci ou cela. Et si je termine, c'est pour dire que nous avons la malhonnêteté. Vous avez dans les armées là, partout là, des gens qui aimeraient faire la politique. Mais au lieu de quitter et de venir faire la politique, ils veulent rester dans l'armée, tout en étant des suppôts de la France ou des États-Unis, en espérant que, etc. Donc vous n'avez pas prendre la sincérité, l'honnêteté. D'accord. Nous, on fait la politique. Toi, tu étais un fonctionnaire. Tu aurais pu chercher à faire des combis. Tu as décidé de faire la politique avec tout ce que ça te coûte. Si vous êtes militaire, vous les généraux là, si vous avez envie de faire la politique, prenez votre retraite anticipée. Et entrez pleinement. Et entrez en politique. N'essayez pas de devenir le relais de la France. Ça a été dit. Merci Rémi Robert. José Marie. C'est pas la peine juste d'éclairer la lanterne d'une intervention. Oui. L'argent est à l'économie ce que le sang est au corps humain. Et qui pompe le sang dans le corps, c'est le cœur. C'est le cœur. Quand votre cœur est hors de votre corps, et qu'il y a quelqu'un qui est chargé de vous envoyer un peu de sang de temps en temps, et qui le fait par deux homéopathiques, parce qu'il n'est pas votre corps. C'est votre corps qui appelle, et le cœur, c'est la quantité qu'il faut envoyer. Dans chaque, y compris jusqu'aux cheveux. C'est-à-dire, quand je vous parle de ça, c'est une métaphore, pour que le cheveu, c'est qui? C'est ma grand-mère au village qui n'est pas concernée, parce que quand vous arrivez à Evodoula, l'argent de l'État s'arrête à Evodoula. Chez le gars de la mairie. Au village, là-bas, ils ne connaissent pas l'argent de l'État. Et c'est ça, le, entre guillemets, le sous-développement. Il faut faire très attention. Parce que quand des gens, qu'on essaie d'expliquer, pour comprendre ce que Limbi dit en termes de culture patriotique, il faut d'abord connaître. Connaître. C'est-à-dire que ce n'est pas l'à peu près. L'économie, ce n'est pas l'à peu près. Et quand nous parlons d'économie, nous souhaitons que ceux qui n'en savent pas grand-chose nous écoutent. Le CFA, le Cameroun a besoin d'au moins 30 000 milliards de budget par an pour vivre, normalement. C'est même peu. Et non les 7 000, 6 000. Au moins 30 000 milliards. C'est près de l'arithmétique, non? 8 000 milliards divisé par 40 millions, ça fait 200 000 par personne. Par an. Ça ne vous surprend pas? C'est-à-dire que si on prend le budget là, comme le nombre d'habitants. Personne n'a jamais même vu 8 000 milliards posés quelque part, ça n'existe pas. Mais si on suppose, on fait l'hypothèse d'école qu'on pose le 8 000 milliards, on divise par 40 millions de personnes, chacune aura 200 000 par an. J'ai fait un calcul l'année dernière. Est-ce que tu peux te développer avec 200 000 ça fait même pas vivre. Vous prenez, j'avais l'année dernière le budget de la santé, il était à 197 milliards. Quand j'ai divisé par le nombre de citoyens, j'ai vu que les citoyens ont 9 000 par an pour ce soir. Je dis pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas, pour revenir à la question de souveraineté, nous ne maîtrisons pas l'attribut fondamental des stratégies de souveraineté qui est la monnaie. Le seigneuriage notamment. Tu dois maîtriser ta monnaie et injecter la quantité que tu estimes bonne pour ton économie. Je parlais du cœur. Tu as dans le cœur de la monnaie. Les jeunes ont besoin. Le président parle de 50 milliards. 50 milliards. Beaucoup d'eau dans un océan.
Alors, quel est le comportement général qui se fait donc quand il n'y a pas assez? Et là, il veut expliquer ça. Je pense d'ailleurs qu'il le sait mieux que moi parce qu'il a fait du terrain, il connaît les hommes. Quand il y a à manger sur la table, comment ça se partage? Vous avez déjà vu un endroit où on partage à part égal? Même au village. Il y a un village, des endroits où quand tu viens, tu dis, bon, comme ceux-là sont les beaux-pères, donnons-leur la tête. Et les tels, donnons-leur la patte gauche. Inam. C'est-à-dire, et c'est structuré de sorte que, à la limite, il y a des gens qui n'ont rien à manger, qui viennent au deuil. Hein. Et parfois, on peut lui dire, bon, c'est bon, viens un peu t'asseoir ici, on te donne un petit... En réalité, c'est ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous sommes des pauvres. Hein? Vous voyez, ministre, tout ça, nous sortons de la pauvreté. Et les pauvres ont toujours peur du lendemain. Quel que soit leur niveau d'argent. C'est-à-dire quand quelqu'un a connu la pauvreté, il a La structure mentale. Donc la structure mentale est une structure de peur qui fait qu'on rentre dans des boulimies. Que quand je vois, je dis, bon, le budget de cette année du ministère de l'Éducation, là, je prends n'importe quel numéro. Mais s'il divise bien, je n'aurai rien. Je n'aurai rien dedans. J'ai fait des belles écoles partout. Mais comment je vais faire? Je serai à la maison. Les gens viennent tous les matins, ils veulent le savoir. Ils veulent ceci. Comment je vais faire? Au village, je n'aurai même pas la force nécessaire. Forcément, Mathias, quand tu vas faire l'école, tu vas me remettre 10%, etc. Et ça rentre dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a rareté des ressources. Cette rareté de ressources-là, malheureusement, il faut amener les hommes politiques de la trempe de Valais, qui a une grande puissance d'élocution, à expliquer aux gens que nous devons nous battre pour la souveraineté de notre pays. Et si nous voulons que notre pays soit souverain, nous devons éviter d'effrayer le président. Parce que si vous effrayez le président, qu'il soit bien ou qui que ce soit, oui, dès que rappelez-vous, ceux qui ont vu Paul Biya arriver au pouvoir, il venait acheter son croissant, président de la République à Tébéla. Dès que les premiers coups de feu sont tombés, pop, il a fermé. Donc évitons ça, et pour éviter ça, nous devons avoir donc une démocratie à nous-mêmes. Consensus. D'accord, merci. Docteur, les uns et les autres ont très important. Avant de la réussite, on n'a plus le temps. Il va parler. Je veux ajouter quelque chose. En 30 secondes. Oui, c'est que cette démocratie à nous-mêmes ne peut pas s'accommoder de l'idée que nous pouvons opérer des transformations politiques par tous les moyens. C'est ça. Il faut enlever ça dans la tête parce que c'est l'idée de tous les moyens qui ouvre la porte aux influences extérieures. D'accord. Docteur, beaucoup parlent de solidarité. Il faut que nos États soient soudés. La menace, elle est là. Est-ce qu'on peut aller vers cette conception-là des États soudés en partant du Cameroun, de l'Afrique? Est-ce qu'on est capable d'avoir cette solidarité-là? Alors Jean-Jacques, vous allez comprendre un peu ma gêne par rapport à cette thématique, cette mise en bouche, parce que je suis astreint droit de réserve en tant que secrétaire général de la DAF. La DAF avec un F, un D autant pour moi, Association des docteurs de France. Nous sommes sous la coupole du Quai d'Orsay. Il y a une ligne à ne pas déborder. Et voilà pourquoi dans ma première prise de parole, j'ai voulu faire œuvre de transposition didactique, de revenir au niveau de l'échelle locale pour premièrement m'indigner par rapport aux hommes politiques camerounais que j'ai trouvés, j'allais dire de l'opposition, qui sont, ma foi, vous avez dit irresponsables, oui. Immature. Immature, merci professeur pour le mot. Et c'est d'autant plus que quand vous regardez la configuration de notre opposition aujourd'hui, je vous assure, je suis un témoin vivant, je peux le dire, de l'histoire du Cameroun du côté de la diaspora, parce que pendant le processus électoral qui vient de s'achever, j'ai été témoin, je vous dis, et les services de renseignement certainement sont tentés de nous écouter, mais il y a des réunions qui sont faites pour renverser le président Paul Biya, comme le professeur l'a dit, depuis des années, ça se prépare. Et lorsque vous êtes soit apparenté, soit proche, soit une sympathie du chef de l'État, je vous assure qu'on vous met ostracisé, mal à l'aise. Mal à l'aise. Et je dis, c'est intolérable qu'on arrive à ce niveau d'animosité entre Camerounais. Nous qui avons décidé comme ça de soutenir les institutions sans être membres
d'un parti politique d'accompagner le chef de l'État. Je suis encore surpris d'entendre sur ce plateau que on a encore à questionner la qualité de la victoire du chef de l'État. Je rappelle que, bien que les autres ont bien étudié les fluctuations, c'est-à-dire de 71% jusqu'à 53%, quelque chose, mais on est à 50 plus 1. C'est une majorité. Absolument. Et il faut le respecter. Donc, moi j'appelle aujourd'hui nos compatriotes à être derrière le chef de l'État, qui est garant de nos institutions. Je les appelle à être tous soudés, comme un seul homme, pour reprendre l'union Jean-Marie Lundou, pour que demain, les envahisseurs ne viennent pas, je vais le dire comme ça, avec des débordements dans notre pays et qu'on garde... Qu'ils ne trouvent pas des failles. Parce que lorsqu'il y a des failles, justement, ils s'infiltrent facilement et ils réussissent à déstabiliser ou à diviser. Très brillante intervention de Mathias Eric Onangini. La démocratie seule ne peut protéger nos ressources. Les peuples devraient se souder derrière les dirigeants visionnaires et trouver leur voie de développement. Traoré Abdoulaye Bobo Dioulasso au Burkina Faso, merci beaucoup. C'est un Burkinabé qui envoie ce message là depuis Bobo. Très bonne émission. Tous au panel, merci beaucoup. Le plus 222, Gaston Momasso dit quoi? Bonsoir, bonjour, et à ton panel, je suis émerveillé par ton plateau ce matin. Je voudrais dire, si mes souvenirs sont exacts, lorsque le conflit Boko Haram avait débuté, lorsqu'on a ressenti la France derrière, les Camerounais se sont rangés tous derrière Paul Biya. Et le problème des Camerounais et ce que Valère Bessala a soulevé, c'est Gaston Momasso qui dit, le partage, la justice, le raid de Trump au Venezuela restaure la prééminence aux États-Unis, la realpolitik de Kissinger. La conséquence principale en Afrique, c'est la moralisation de nos dirigeants. Ahmad Hassana depuis Douala qui envoie ce message-là. Alors on va prendre un ou deux, voir si ça fait beaucoup. Je crois que le thème qui était censé être une mise en bouche a plutôt été un peu trop succulent. Pour la bouche a fini par déborder. Bonjour, l'éminent Jean-Jacques Zé, ainsi qu'à votre illustre panel. Je suis d'accord à 500%. Franchement, le discours de certains de nos intellectuels africains qui consiste à justifier l'extrême sous-développement de l'Afrique par le contrôle de ses ressources par l'Occident est une caution qu'ils donnent de façon voilée à tous nos dirigeants corrompus. Vous avez déjà vu un pays qui puisse se développer s'il ne contrôle pas ses ressources? C'est possible? C'est fondamental en tout cas. J'espère que M. Feugué Amourou, Jean-Yves de Messassi a noté cette réponse-là. Je me demande bien quel pacte de monarchie arabe qui ne connaissent pas la démocratie à l'occidentale ont signé avec ces puissances occidentales pour ne souffrir d'aucune menace de leur part, tous en se développant. La réponse à cette question sera la solution au problème sécuritaire des pays africains. Bertrand Marois, est-ce qu'il y a un pacte caché avec les pays arabes? Il ne connaît pas l'histoire de il y a un pacte. Voilà. C'est d'abord, effectivement, l'une de ces dimensions, c'est le fameux pétrole dont parle M. Limbi Lombe. Ça s'est signé sur un navire américain. L'idée, c'est qu'ils assurent l'approvisionnement pétrolier des États-Unis. Et comme il y a beaucoup de ressources de pétrole là-bas, c'est un approvisionnement important. À partir de ce moment, le consensus, c'est qu'ils sont libres de s'organiser politiquement comme ils veulent. Pourvu que les États-Unis aient le pétrole. C'est ça. D'accord, voilà la réponse. Le problème africain est la mentalité, la pauvreté mentale. Même quand on copie, on implémente mal. Regardez le Burkina Faso, le président a compris que le peuple d'abord, ce qui fait que lorsqu'il est attaqué, tout le peuple est dehors. Je crois qu'il va être d'accord avec Valérie Bessala sur la question. Les États-Unis n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, peu importe la situation de dictature ou pas. Par ailleurs, on sait ce que Trump cherche, la réserve de pétrole au Venezuela, qui est la première dans le monde. Monsieur Abès, merci. 300 milliards de barils. 300 milliards. C'est-à-dire à peu près 18% au niveau mondial. D'accord. Si l'armée et la garde rapprochée du président vénézuélien, il est au 55e rang avec 200 millions de barils. Si l'armée et la garde rapprochée du président vénézuélien n'ont pas réagi, c'est simplement parce qu'ils sont complices de cette capture. Sinon, ce petit effectif de la DEA ne serait pas entré jusqu'au domicile du dit président. Merci beaucoup. Merci à ces contributions-là. On va aller très loin maintenant. Bonsoir à vous. Nous sommes aux États-Unis justement. Bonjour à vous et à votre panel. Si Donald Trump voulait atterrir au Cameroun,
et finir avec notre président. Vos forces de sécurité n'y peuvent rien contre l'armée américaine. Personne ne va pleurer pour vous parce qu'un pays faible comme le Cameroun aurait mérité sa recolonisation. Est-ce qu'on se comprend finalement avec notre... C'est très important ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit doit nous amener donc à comprendre que, et lui aussi, il vit aux États-Unis. Que peut-être qu'il faudrait qu'ils essaient pour se rendre compte que le peuple peut oublier tout ce que Biya a mal fait. Et estimer tout simplement qu'il n'accepte pas que les mêmes Delta Forces sont allés intervenir à Mogadiscio. Dès que les Somaliens ont abattu 2 avions et tué 2 de leurs meilleurs tireurs d'élite, les Américains ont appliqué. D'accord. Bonjour à tout le plateau. Je suis Michel Effa du côté des Kribi. J'ai l'habitude de suivre votre direct du dimanche. Vraiment, merci pour toutes vos connaissances et que vous partagez avec le peuple africain. Un grand merci à vous. Merci à tous les invités. Un coucou particulier à M. Lundu et à M. Mathias Eric Owonangine. Vous êtes à Kribi. Vous êtes forcément intéressé par le gouvernement